l'épaisse fumée, on devine sa puissance. Le feu n'est plus qu'à quelques mètres. Là, vous rentrez à l'intérieur, vous mettez à l'intérieur. Roule tout droit, on sort d'ici. À côté de nous, c'est un mur de flammes qui s'avance. Alors face à lui, des dizaines de pompiers se positionnent. Tu te mets parallèle à eux. Très bien, ça marche. La ville de Marcheprime est toute proche et nous sommes à 20 km de Bordeaux. C'est un feu qui peut prendre beaucoup de puissance et au bout de la pinette, vous avez des habitations et l'objectif c'est de protéger les habitations. La situation est catastrophique. Là, il est beaucoup trop dangereux pour nous de rester sur place au plus près des pompiers. Nous devons donc nous éloigner de quelques dizaines de mètres. Car derrière nous, voici le monstre de feu que les pompiers doivent combattre, prêt à tout dévorer sur son passage. Puissant et imprévisible. Envoie-moi le chef de groupe, s'il te plaît. L'incendie ne cesse de changer de direction. Bien reçu pour CCS4. C'est un feu atypique, il accélère, il ralentit, il va à droite, il va à gauche, il recule. C'est très compliqué de le lire, entre guillemets, de l'analyser. Et alors que la situation semble s'améliorer ici, Il y a une saute de feu plus loin, a priori on risque d'en repartir. il faut intervenir très vite sur un autre front. Allez, c'est bon. Ici, c'est un champ de panneaux solaires que le brasier menace. L'électricité circule encore peut-être, mais dans cette opération délicate, là on va les alimenter en direct. Ils aient de l'eau, on continue. les soldats du feu peuvent compter sur l'aide précieuse des agriculteurs. Faut aider quand même parce qu'on va pas non plus faire brûler Bordeaux et les gens ils sont en galère. Indispensable, car la bataille ne s'arrête jamais. Christophe, c'est un deuxième feu qui arrive là-bas. Un peu plus loin dans la forêt, le brasier est incontrôlable. Il s'est dédoublé en fait sur le côté gauche. Face à lui, seuls 2 camions, insuffisants pour parvenir à le stopper, ni même le ralentir. Le feu a encore gagné sur ce flanc-là. Pour cette fois, les pompiers doivent faire marche arrière. Ouais, c'est reçu, mais là le feu vient d'exploser et il se dirige très rapidement vers Saint-Jean-d'Iac. Voilà, donc on a fait notre possible, mais là ça va être difficile de le tenir. Après plus de 4 jours de combat, tous se demandent ici combien de temps il faudra pour enfin maîtriser ce monstre incandescent. Et c'est la nuit que le combat est le plus éprouvant pour les pompiers, car à ce moment-là, les Canadair ne peuvent pas voler. Tout se joue au sol, au plus près du brasier, avec parfois l'aide des habitants qui défient le feu avec des moyens dérisoires. Retour sur cette nouvelle nuit en enfer, c'est un document exceptionnel. Paul-Luc Monnier, Carole Guyon, Guillaume Souda. Le crépitement des flammes et le dévouement des hommes. J'ai rien. Malgré le danger, en short, en t-shirt, des habitants, des bénévoles, seuls en première ligne pour défendre leur village. Avec eux, des camions, des pompes, des citernes, prêtés par des entreprises et des agriculteurs. Vous avez appelé les pompiers, c'est ça, et vous attendez qu'ils arrivent? Non, on n'appelle pas les pompiers, nous. Hein. Nous, on éteint, on est là pour aider. Hop, hop, marche arrière. On est là juste pour aider parce que ça brûle trop. Mais le brasier gagne encore en intensité. Un agent de la défense des forêts finit par arriver. On arrête, le feu on ne contrôle plus, c'est terminé. Le feu il est parti, on le maîtrise plus, c'est terminé. Il faut abandonner la position. Notre équipe quitte la zone. Un mur de feu, visible à des kilomètres. Un monstre, inarrêtable. Bon les gars, Au sol, la détermination des pompiers. En binôme toujours. Pour mieux voir le danger. 75 blessés dans leur rang depuis le début de l'incendie. À quelques mètres, nous tombons sur ces habitations. Le danger vient des bonbonnes de gaz. Il faut les retirer. Ici, elles ont déjà été mises à l'abri par les habitants dans leur piscine. La bataille, sans merci, se poursuit tout au long de la nuit. Le brasier, filmé depuis l'intérieur d'un camion de pompiers,
Et puis cette flamme de 40, peut-être 50 mètres. Ouais, je passe à la gauche, je prends son droit. Ok, reçu. 4 heures du matin. Nous suivons ces pompiers volontaires. L'eau commence à manquer. Ils tentent de la rationner. Quand arrive une aide précieuse, un bénévole encore avec une cuve. Les enfants du pays, on a grandi tous dans la forêt, enfin, on peut pas rester là comme ça. Ils sont là pour nous, on se doit au moins d'être là pour eux, quoi. Donc même si on n'est pas aussi efficace qu'eux, on essaie d'y être au maximum. Sur le front des incendies en Gironde, ils sont 2500 pompiers mobilisés, des femmes et des hommes sursollicités, et pour beaucoup, épuisés. Et le feu est ce soir à 15 km de la métropole de Bordeaux et de ses 850 000 habitants. Conséquence, 5 communes limitrophes ont à leur tour été évacuées, soit environ 55 000 personnes. Des réfugiés du feu qui abandonnent leur maison, le cœur lourd, comme à Cestas. Gaspard de Florival, Angela Huro et Roxane Paul. Endiguer le feu par le feu. Nouvel incendie tactique provoqué par ces pompiers aux portes de Marcheprime, à quelques kilomètres de Bordeaux. Ultime recours pour tenter de freiner le brasier qui menace la métropole. Bordeaux bientôt encerclé. Voici l'avancée des flammes vers le nord et surtout vers l'est, aux portes de la métropole bordelaise. Où il arrive sur nous, il arrive sur nous, alors qu'il partait normalement sur l'autre. Le feu est toujours hors de contrôle. Alors, plutôt que d'aller au-devant du brasier, les pompiers changent de stratégie cet après-midi. Déboisement massif et colonne de camions pour cette fois prendre le feu par surprise. Cet espace est suffisamment large, permet le positionnement des véhicules comme vous pouvez le voir sous la forme de rempart. Donc nous l'attendons et quand il va sortir, nous allons lui sauter dessus. Le feu aux portes de la métropole. Alors dans le même temps, les évacuations, elles, se poursuivent. Au pas de course pour ces gendarmes hier soir, maison après maison, dans ce hameau. Certains habitants n'ont pas encore quitté les lieux. Monsieur, là, faut partir tout de suite. Le feu, il arrive. Prenez pas d'affaires, partez. La nuit dernière, la préfecture de Gironde a ordonné l'évacuation de 5 nouvelles communes qui viennent s'ajouter aux autres ces derniers jours. 220 000 personnes délogées au total. Certains semblent même pourchassés par les flammes. Deuxième évacuation en 2 jours pour ces sinistrés. Après avoir fui Arès, c'est cette fois ce gymnase de Marcheprime qu'il faut quitter en urgence. Ça fait 3 jours qu'on ne dort pas, donc il y a le stress, la pression monte un peu, on s'accroche un peu, mais le seul objectif, c'est que tout le monde soit serein et qu'on arrive entier là-bas. Pour eux, direction Salles, à 20 km, en espérant que le feu finisse par les laisser tranquilles. À Bordeaux cet après-midi, si les flammes sont encore à quelques kilomètres de la ville, la fumée, elle, a envahi les rues. Difficile à supporter pour certains habitants. Quand on sent que la fumée est un peu trop importante, ou que ça gratte le nez, je mets le masque. L'évacuation de Bordeaux n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. À présent, on va retrouver notre envoyé spécial Odile Longueval à Marcheprime, près du front de l'incendie. Odile, la nuit s'annonce une nouvelle fois extrêmement éprouvante pour les pompiers. Oui, j'ai échangé avec un pompier il y a quelques minutes. Il m'indiquait que la situation était très défavorable sur son secteur, c'est-à-dire que le feu continue de progresser. Et nous ne sommes ici qu'à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Alors certes, il a un peu plu il y a 1 heure et ce devrait être a priori une bonne nouvelle pour les pompiers, sauf que cela reste largement insuffisant tant le feu est violent, tant il est puissant. Il en faudra beaucoup plus pour en venir à bout. Et puis les pompiers redoutent toujours le vent ce soir. Et c'est peut-être là leur pire ennemi parce que c'est ce vent qui rend l'incendie si imprévisible et toujours hors de contrôle ce soir. Merci Odile pour ces toutes dernières précisions. Sur l'autre front, dans les Landes, la situation s'améliore. Le feu est mieux contenu sans toutefois être fixé. 3000 évacués ont été autorisés hier soir à rentrer chez eux à Biscarrosse. Nous étions à leur côté aujourd'hui. Certains retrouvent leur maison en ruine. Rémi Casalis, Elsa Rinjonot. Des forêts de pins décimées, une terre brûlée et encore et toujours des fumerolles. Un paysage de désolation sur des kilomètres. Nous avons pu accéder exceptionnellement à cette route menant à Biscarrosse, encore fermée à la circulation.
En entrant dans la ville, on devine ces maisons dont il ne reste plus rien, dévastées par les flammes. Et à seulement quelques mètres de là, ces pompiers qui continuent de sécuriser ce quartier où les habitants ont pu revenir. On est arrivé il y a 2 heures, 1 heure, je sais pas, et la fumée venait vers nous. Et là, elle repart dans l'autre sens. C'est tournant. Ouais, le vent tourne. Ouais. Cet habitant aide comme il peut. Là, il mouille en profondeur pour éviter que ça passe par les racines et que ça reparte. Sa maison, elle, se trouve juste derrière. J'en ai la larme aux yeux, excusez-moi. On a réussi à sauver notre bien. Et je suis ému parce que aussi il y en a qui n'ont pas eu cette chance. A priori, la grange a brûlé, on voit dessus là. Dans le quartier, certaines maisons n'ont pu être sauvées par les soldats du feu. Sylvie et Christian Courtel découvrent les dégâts. Merci, vous avez sauvé notre quartier, merci. Heureusement pour eux, leur maison a été épargnée par les flammes. J'avais peur qu'on revienne à la trouve en cendres. Parce que là, quand on est parti, on voyait les flammes. La fumée. Et c'est plus derrière, à 200 mètres derrière, qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Nous, dans le quartier, là, on est privilégiés. Ce soir, le feu n'est toujours pas fixé. 3000 habitants de Biscarrosse ont pu tout de même regagner leur logement sous le contrôle très strict des gendarmes. Vous pouvez contacter s'il vous plaît et me présenter un justificatif de domicile. Mais pour certains, impossible de regagner leur logement et doivent faire demi-tour. Un feu pour l'heure inarrêtable avec des spécificités qu'on n'a jamais connues en France. C'est ce qu'a dit cet après-midi le commandant des pompiers de Gironde. Aaron Tanzit du service météo-climat nous a rejoint. Bonsoir Aaron. On parle d'orage de feu. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est tout simplement du jamais vu en France. Regardez ces images, elles sont impressionnantes. C'est ce qu'on surnomme donc un orage de feu avec cette épaisse panache de fumée en forme d'enclume et au sol un brasier qui dévore quasiment tout sur son passage. On voit ici la forêt landaise et girondine. Alors, comment se forme ce phénomène ? En ce moment, à cause des flammes, la chaleur au sol est extrême. L'air chaud, plus léger, s'élève alors dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le phénomène de convection. Il va rencontrer en altitude un air beaucoup plus froid, avec quelques gouttelettes qui vont se former pour former ce premier nuage, le pyrocumulus. Ce qui est assez banal lorsqu'il y a des grands feux. Mais cette fois-ci, l'incendie est si intense que la convection continue et propulse le pyrocumulus à une dizaine de kilomètres d'altitude pour former cette fois-ci un pyrocumulonimbus capable de générer ses propres phénomènes météorologiques avec des vents capables d'atteindre les 80 km/h en rafale, des vents quasiment imprévisibles qui rendent le travail des pompiers sur place quasiment impossible avec un feu qui tournoie autour d'eux à 360 degrés, qui plus est avec des pommes de pin. Regardez cette animation, cette infographie qu'on a concoctée pour vous, avec des pommes de pin qui sont capables qui se transforment en véritables bombes incendiaires, capables de sauter d'une dizaine, voire d'une centaine de mètres, provoquant ainsi de nouveaux départs de feu. Merci beaucoup Aaron. On comprend mieux ce soir pourquoi ce feu est inarrêtable. Et on poursuit à présent notre édition spéciale avec Jean-Baptiste Marteau, qu'on retrouve en direct du Porge, en Gironde. Nous allons être avec vous, Jean-Baptiste, au plus près des sinistrés et des pompiers. Le Porge, c'est l'une des communes les plus touchées. Vous avez pu constater, dès votre arrivée, l'ampleur des dégâts. En effet, Julien, bonsoir à tous. Quand on est arrivé tout de suite, vous savez, il y a cette odeur de brûlé extrêmement forte et puis cette fumée qu'on voit encore derrière nous, âcre, qui vous pique la gorge. Et puis très vite, quand vous prenez la voiture le long de la départementale, il y a ces vues, ces centaines d'hectares de pins totalement calcinés. Et puis quand on arrive au Porge, il y a ces maisons entièrement détruites. Elles sont 175 à avoir été entièrement ravagées par le feu. En fait, dans la nuit de jeudi à vendredi, la commune a été encerclée par les flammes au nord et au sud. Et ça n'est pas terminé. Encore tout à l'heure, vers 16h, il y a eu une nouvelle alerte, une nouvelle reprise de feu. Et les pompiers qui sont immédiatement repartis au front, aidés par plusieurs bénévoles. On va en parler évidemment dans un instant. Regardez d'abord, pour bien comprendre l'étendue des dégâts, ce qu'ont vécu également les habitants que nous avons rencontrés. Ce premier reportage de Marianne Buisson avec Nathan Acloc et Océane Labalette. Un village fantôme. C'est vu du ciel qu'on mesure l'ampleur de la catastrophe. Les ruines de maisons ravagées par les flammes sont dignes d'une scène de guerre. Le feu a tout dévoré, mais par miracle, aucun blessé. Voitures calcinées, jardins carbonisés, rien n'a résisté aux flammes, dans ce qui était, il y a quelques jours encore, une cité touristique. Au milieu du chaos, Mathieu Plessis revient pour la première fois chez lui.
il découvre sa maison. Je vois plus rien là, je vois plus rien, je vois de la désolation, je vois la maison de mes ancêtres, ma grand-mère est née dans la maison. D'un point de vue déjà psychologique, c'est compliqué. D'un point de vue financier, on ne sait pas comment ça va se passer non plus. Et en attendant, on est SDF quoi. Le choc, puis l'émotion. C'est désastreux. Cette dame, elle, a eu plus de chance. Sa maison n'est pas touchée. On est nouveaux résidents depuis le 2 juin. Donc on voulait quand même venir voir. Je suis désolée. L'incendie a détruit les quartiers périphériques de la commune du Porge. Ces 2 élus font le tour pour recenser les habitations brûlées et prévenir les propriétaires. Tu imagines quand les gens vont arriver là? Non, mais moi, il y a des enfants et tout, non mais c'est pas possible. Au moins 175 maisons entièrement détruites. Ça, c'était une maison aussi, je pense. Avec les cloisons, avec toutes ces cloisons, c'est une maison. Hein. L'adjointe au maire ne trouve plus les mots. On peut pas, je peux plus parler là. Non. Le désespoir, et pour les habitants, l'angoisse de ne jamais retrouver leur vie d'avant. On comprend bien avec ce reportage qu'ont vécu évidemment les habitants. Et c'est votre cas, également, Nathalie Le Gonnet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous habitez évidemment le Porge. Vous coordonnez également le ravitaillement de tous les bénévoles. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, cette nuit de jeudi à vendredi, quand tout a brûlé en presque quelques minutes. Comment vous l'avez vécu? Vous avez cru qu'on n'y arriverait pas à faire face? Non, en fait, sur le moment, on a une espèce de résilience pour pallier à tout ça. On réfléchit même pas, on est dans l'instant. Et je crois qu'il n'y a même pas de réflexion. C'est vrai, on est vraiment dans l'instant et il faut y aller, quoi. C'est de la résilience. Et il a fallu tout de suite évacuer les habitants, notamment les plus âgés. Vous l'avez fait, avec d'autres, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, l'évacuation de personnes âgées qui sont venues avec leur véhicule et qui ne pouvaient pas repartir dans la nuit, puisque l'évacuation se faisait par la plage, par piste cyclable. J'ai essayé de regrouper tout le monde avec leurs médicaments, tout ça, et de rassurer en leur disant que c'était la meilleure solution, malgré, pour certains, la colère et tout ça. La colère parce que, je le sens depuis ce matin, depuis qu'on est arrivé, il y a un petit sentiment d'abandon. Se dire effectivement, une fois que le feu est parti au Ferret, vous étiez un peu seul pour gérer les habitants, les élus, tout le monde avec les bénévoles. Oui, un petit peu. Après, oui, on s'est un peu retrouvés seuls parce qu'on a eu l'impression que le Ferret avait une espèce de priorité, que nous, on n'existait plus et on s'est retrouvés un soir avec 200 pompiers encerclés par le feu et il fallait réagir, assurer tout le monde. Plus de Canadair parce qu'il y avait des priorités. Donc oui, on a eu un sentiment d'abandon et je pense que c'est le sentiment de tous les villageois du Porge. Il y a eu sentiment d'abandon, mais il y a eu une solidarité absolument incroyable. Vous disiez, vous coordonnez le ravitaillement de tous les bénévoles. Oui. On va en voir dans ce reportage parce que des moments de solidarité, franchement, qui font chaud au cœur, qu'on voit depuis ce matin, qui me touche énormément. On voit les habitants, les bénévoles avec les pompiers. On a vu des élèves kinés qui venaient en proposant de masser les pompiers qui étaient intervenus sur le feu. Ça, on l'a vu un peu partout, chez vous et un peu dans toute la région. Regardez ce reportage de Muriel Lassaga. Mélior Mohamed et Marié Petitjean. Du côté de Sainte-Hélène, les pompiers ont trouvé un allié précieux, ce cuisinier itinérant. La commune a été évacuée, lui a décidé de rester. Ce soir, c'est rougail saucisse. C'est un plat référent de la Réunion et l'idée c'est d'amener un petit peu de soleil à travers ce climat qui est quand même assez dramatique. Hier, il y avait la queue pour le curry de poulet et probablement cette nuit, lorsque des centaines de pompiers vont revenir du front. Les marmites les attendent. Vu l'énergie mise pour tenter de contrôler ces feux, nous l'idée c'est de les servir le plus rapidement possible. Cette solidarité rayonne tout autour du bassin d'Arcachon. Dans ce centre d'accueil du Teche, des bénévoles s'activent jour et nuit. C'est le cas de cette jeune femme. Je suis infirmière et pour moi c'est évident d'aller aider les gens qui en ont besoin. Quand on m'a envoyé un message, je suis venue direct. Une infirmière à la retraite vient prendre sa relève. L'entraide entre bénévoles et le soutien des anonymes. Les dons affluent. Produits d'hygiène, linge et nourriture. Ce ne sont que des dons? Oui.
essentiellement. Et ça arrive tout le temps comme ça Hier, beaucoup. Là, on a stoppé le temps d'écouler un petit peu. Mais, Vous avez été obligé de stopper? Oui, parce qu'on en avait trop en fait. Ils sont toujours là pour répondre à nos questions, ils sont toujours là pour nous aider si on a un problème. Et ouais, franchement, ça fait du bien, un peu de solidarité. Dans cette même ville du Teche, cette salle, en temps normal, accueille des spectacles. Depuis 2 jours, des lits médicalisés ont pris place. Ici, on a établi ce qu'on appelle notre petit hôpital. Un peu de fortune, mais au moins, ce sont des personnes qui sont prises en charge. Sur la scène, dans la salle, des gens âgés qui ont dû quitter leur domicile au gré des évacuations successives. Écoutez, bravo parce que de nous accueillir comme ça. On est dans l'urgence et là encore, les bénévoles sont les premiers à prêter main forte. Ouais, j'ai les bénévoles pour les repas qui arrivent. Je vous fais une pause, d'accord? C'est une situation catastrophique ce qui se passe, mais pour le coup, cet élan de solidarité, ce mouvement d'équipe, c'est vivant et c'est fédérateur. La motivation est là, l'incertitude aussi. La ville du Teche n'a encore jamais été évacuée. Cet élan de solidarité, on le sent particulièrement également où nous nous trouvons depuis ce matin. Le maire, Martial Zanninetti, est avec nous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Je vous disais jeudi, vendredi, il y a cette nuit, et vous étiez dans la salle des fêtes et vous voyez ces murs de flammes 40 mètres de haut, vous me disiez tout à l'heure. Vous avez cru que la commune allait y passer ? Oui, effectivement, la commune a été complètement encerclée par les flammes de plus de 40 mètres de haut. C'était une situation catastrophique et à la limite du soutenable. On a un peu le sentiment d'un village gaulois où vous êtes vous avec vos habitants, vos élus, vos bénévoles, les pompiers bien sûr, à presque essayer de prendre aussi des décisions stratégiques, parfois de se dire on va creuser une tranchée là pour préserver notamment le camping municipal sur la plage. Ça, vous êtes en première ligne, vous avez même votre téléphone qui sonne parce que vous êtes sans cesse sollicité, monsieur le maire. C'est ça, vous prenez des décisions. Vous êtes au cœur de les... Depuis 3 jours, moi-même et l'ensemble des équipes, nous prenons constamment des décisions à peu près toutes les 5 minutes, de façon à être efficace, à parer au plus pressant, à organiser effectivement toute cette logistique. Et aujourd'hui, on est en train d'organiser tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire demain le retour de nos administrés et le fait de pouvoir les accueillir et de mettre en place des cellules psychologiques parce que la situation est vraiment dramatique. Parce que vous nous disiez effectivement que le retour va être difficile. À votre avis, ce sera pour quand ? Quand est-ce que ceux qui, en tout cas, ont leur maison encore debout, pourront revenir chez eux ? Alors, aujourd'hui, les services de la préfecture n'autorisent pas à ce que les retours puissent se faire. Vous l'avez constaté, il y a encore des parties de la commune où le feu persiste. Les vents sont en train de tourner, les tourbières sont encore actives, donc le risque est trop important. Donc, nos administrés ne doivent pas revenir ici. C'est pour leur sécurité. Ça va prendre du temps. Ça va prendre le temps qu'il faudra pour sécuriser. Et une fois le site sécurisé, ils pourront revenir. Mais je ne souhaite pas qu'ils reviennent, c'est trop dangereux. Mais en tout cas, on voit la mobilisation, celle de tous les élus locaux, votre village, mais comme tant d'autres. Et c'est ça aussi la France qui, dans cette période de crise, peut se resserrer les coudes. Et c'est assez important et touchant, je le disais, ce qu'on voit effectivement dans votre commune, comme dans tant d'autres, face à cette situation catastrophique. Ça fait 4 jours maintenant qu'on parle déjà de feu du siècle. Vous entendiez les chiffres de Julien tout à l'heure, 42 000 hectares brûlés rien qu'en Gironde, 220 000 personnes évacuées. Ce sont des chiffres totalement inimaginables, stratosphériques, 4 jours en enfer. Regardez ce reportage raconté par Laurence Naon avec Yann Cadouche et toutes les équipes de la rédaction mobilisées sur le terrain. Un ogre. Un monstre. Un feu apocalyptique. Là-bas, ça brûle. Là-bas, ça brûle. Les mots viennent à manquer aux pompiers pour décrire l'ennemi qu'ils combattent. C'est l'enfer. De nuit comme de jour, une lutte souvent inégale. Il est impuissant, complètement impuissant. Il va trop vite, Et des centaines de milliers de naufragés du feu, obligés de fuir les flammes et les fumées. Mais j'ai peur pour ma maison. Retour sur 4 jours d'enfer avec les pompiers. Et 4 jours d'angoisse pour les évacuer. C'est crème violent, là. Mercredi dernier, le scénario estival tant redouté se produit en Gironde. Un départ de feu à Somos, une sécheresse extrême, une chaleur intense et des vents capricieux qui font sauter les flammes. Les ingrédients d'un incendie hors norme et hors de contrôle. Les flammes
menace la presqu'île du Cap Ferret. Pompiers au sol et moyens aériens livrent bataille. C'est un peu comme une guerre, hein. Au canon, à l'avion et nous après à la baïonnette dans les fossés. Après les massifs forestiers, les flammes dévorent désormais les maisons de ce quartier de l'Esch-Cap-Ferret. Les pompiers ont besoin de renforts en urgence. On a deux baraques qui vont partir, ça n'arrive pas vite là. Je suis en face. Là, il faut choisir celle-là ou celle-là. Non, là on va pas choisir, on va sauver les deux. Mais les maisons un peu plus loin s'embrasent. Pied à pied, les pompiers tentent tout pour sauver un maximum de pavillons. Mais ils sont cernés. On n'est pas assez nombreux là. Non, on n'est pas assez nombreux, mais on fait comme on peut parce que c'est la guerre. Des pompiers sur tous les fronts, car 130 km plus au sud, à Biscarrosse, un deuxième incendie fait rage. En 4 jours, en Gironde et dans les Landes, plus de 200 maisons détruites. Face à ces 2 brasiers incontrôlables, les autorités décident d'une opération d'évacuation sans précédent. Par la terre, la mer, 220 000 personnes contraintes de fuir. On a reçu une alerte et on a déguerpillé aussi vite qu'on ait pu. Certaines évacuations sont délicates, comme celle des EHPAD avec leurs pensionnaires âgés, ou celle des personnes malades, comme cet homme de 94 ans. On va le faire au plus vite pour lui. Il y a une cellule médicalisée à la salle des fêtes de Pontinx, donc il sera très bien là-bas. Tout le monde est à l'abri, c'est l'essentiel. On dit ça pour se donner du courage, hein, mais c'est épouvantable. Hein. Juste le temps de prendre quelques affaires, papiers, vêtements, nourriture. Des habitants qui doivent donc quitter au plus vite et de toute urgence Et sans se retourner, laisser derrière soi sa maison. C'est horrible. Bouleversée, cette femme redoute de ne jamais retrouver la maison qu'elle a mis toute une vie à construire. Je l'ai gratté la maison, travaillé dur pour avoir quelque chose. Ah non, parce que la maison c'est toute une vie. Voilà, Et on a tout laissé dedans. Et on a tout laissé, donc on sait pas comment on va retrouver. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Le feu et la fumée se rapprochent désormais de Bordeaux. Une dizaine de villes de l'agglomération reçoit ordre d'évacuer. Les habitants se retrouvent ici au parc des Expositions, par milliers. Pendant ce temps, les feux redoublent de force. Les pompiers sont à bout de souffle. L'incendie qu'ils affrontent est d'une rare intensité. Ils luttent souvent 18 heures d'affilée avant d'arracher 3 heures de sommeil. Même si on est fatigué, on se donne pour les gens, on se donne pour nos copains qui sont tombés mardi. Alors la solidarité s'organise. Des agriculteurs viennent prêter main forte en arrosant les lisières. Attends que je passe avant de t'engager. Ou en rechargeant en eau les camions des pompiers. Parfois, des habitants viennent simplement distribuer un peu de réconfort. Les pimentaises, carottes râpées, on a pris ce qu'on a vu. La solidarité aussi de ces habitants qui tentent de sauver la maison de leur ami. La grange est déjà perdue, mais avec quelques tuyaux d'arrosage et l'énergie du désespoir, ils espèrent bien sauver l'habitation attenante. On est là depuis ce matin et on fait ce qu'on peut. On a dû sauver au moins 40 maisons, je pense. Le sud-ouest meurtri et des images à peine croyables, comme les plages et les terrasses du Cap Ferret vides, en plein été. Des animaux apeurés qui fuient, une planète qui brûle. Et une nature martyre qui mettra des décennies à renaître. Et on vous retrouvera à la présentation du 20h demain, toujours depuis la Gironde. Ce sera une nouvelle édition spéciale. Le ministre de l'Intérieur nous a rejoint. Bonsoir Laurent Nunez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, on fait le point sur les 2 autres incendies en cours dans le Var et en Corse. Les dernières images commentées par Valentin Châtelier. Au 6e jour de lutte dans le Var, les pompiers font encore face aux flammes qui dévorent ce massif. Le feu a repris à plusieurs endroits aujourd'hui, attisé par ces rafales de vent. Depuis les airs, 4 Canadair, un Dash et pas moins de 7 hélicoptères bombardiers d'eau multiplient les largages, protégeant par exemple cette maison située à quelques centaines de mètres du brasier. Plus de 1000 pompiers sont encore mobilisés, mais pour l'heure, le feu n'est toujours pas éteint ni fixé. On n'a jamais pu encore aller sur cette
phase où il faut mettre beaucoup de tuyaux, même à l'aide d'hélicoptères, etc., pour aller chercher le feu au plus loin. Ça, on n'a jamais pu le faire parce qu'il y a des foyers actifs, donc on se ferait brûler tous les tuyaux. Et puis, on est toujours sur des modèles extrêmement dynamiques pour aller faire du défense de points sensibles, maisons ou villages. Des paysages calcinés. Cet incendie dans le Var, qui a démarré sur la commune de Pontevès, a déjà parcouru 4500 hectares. Et plusieurs centaines de personnes ne peuvent ce soir toujours pas regagner leur domicile. Plus au sud, la Corse fait elle aussi face à plusieurs incendies, notamment sur les hauteurs de Biguglia, près de Bastia, où le feu a débuté hier après-midi et a ravagé 100 hectares. Les habitants de ce village contemplent ce balai aérien des Canadair avec un peu d'inquiétude. La crainte, c'est surtout cette nuit, parce qu'a priori, le vent va se calmer demain matin, et comme on sait, la nuit, les moyens aériens ne seront pas là, donc c'est plutôt ça. L'incendie de Corté, dans les montagnes corses, a lui parcouru 900 hectares. Demain, ce sont 7 départements du pourtour méditerranéen qui seront placés en vigilance orange feu de forêt. On revient à ces méga-feux en Gironde et dans les Landes. Situation très défavorable, c'est le mot que vous avez employé ce matin. Où en est-on ce soir? Quelles sont les toutes dernières informations du front de ces gigantesques incendies ce soir? Oui, c'était une situation qui est effectivement très défavorable. On peut difficilement dire l'inverse. Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu. C'est 30 à 40 feux qui sont combattus simultanément. C'est ce qu'on a vu dans vos différents reportages. Au total, on est à 115 000 hectares qui ont été parcourus depuis le début de la saison, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est bien plus que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc on est dans une situation qui est totalement inédite, avec des feux qui se répètent un peu partout, qui sont combattus courageusement par les sapeurs-pompiers. On l'a vu dans le Var, on l'a vu à Biscarrosse, où les incendies, vous l'avez rappelé, ne sont pas encore fixés, sont toujours en train d'être combattus. Et puis il y a un méga feu en Gironde qui est un feu encore plus inédit, qui lui a déjà parcouru 40 000 hectares et détruit plus de 200 habitations. Alors justement, ce méga-feu en Gironde, pourquoi est-il si difficile à combattre? Un feu d'un type qu'on n'a jamais connu en France, c'est ce que disait cet après-midi le commandant des pompiers de Gironde. Elle est là, la principale difficulté? Oui, la principale difficulté, elle est là, c'est que c'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence, il va, il vient. C'est un feu convectif, d'abord, un feu qui s'auto-alimente, et puis qui, en plus, a pu créer, c'est ce qui s'est passé hier soir et qui a conduit d'ailleurs la préfète à évacuer un certain nombre de personnes, puisque notre priorité, c'est évidemment de sauver des vies humaines, lutter contre le feu, sauver des vies humaines. La préfète a dû évacuer dans la nuit 50 000 personnes, parce que ce feu a créé ce qu'on appelle un nuage pyrocumulonimbus, comme vous l'avez montré dans votre reportage, qui peut créer des dommages très graves, puisqu'il crée des arcs électriques, et il projette de la braise très au loin, et donc il est extrêmement dangereux. Et heureusement, hier, il a pu être enrayé, mais il a perduré hier entre 21h, 22h jusqu'à 1h30 du matin. Alors, autre inquiétude, ce soir, le feu est à quelques kilomètres de la métropole bordelaise. Pas de panique, nous disait ce midi le maire de Bordeaux. Faut-il évacuer tout ou partie de la ville? Et est-ce que vous êtes en mesure ce soir de rassurer les habitants de Bordeaux? Non, non. Il faut regarder les choses avec calme, bien sûr, mais aussi avec réalisme. On a un feu qui, pour l'instant, n'est pas maîtrisé, qui se dirige effectivement à échéance assez régulière, se redirige vers la métropole. Et donc, le réalisme, le calme et la détermination qui est la nôtre, c'est évidemment de le combattre. Et il se combat de plusieurs façons. Il se combat au sol, par des moyens terrestres. Il y a 2500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur le terrain. C'est 1500 renforts. Il y a des moyens aériens. Il y a 18 moyens aériens qui sont développés sur le terrain. Il y a les militaires également, 1500 militaires. Je remercie la ministre des Armées qui a déployé des effectifs qui viennent aider les sapeurs-pompiers à combattre le feu terrestre et à faire des coupes, allumer des feux tactiques et éviter qu'ils progressent. Et c'est ce qu'ils parviennent à faire pour l'instant. Mais bien sûr, ce feu, il est complètement erratique. Il peut très bien faire des sautes. Il peut faire ce qu'on appelle des sauts qui peuvent parfois faire 1 kilomètre, on l'a vu avec ce feu de Gironde. Donc il faut continuer évidemment à le faire. Et notre priorité, évidemment, c'est de sauver des vies humaines, d'où les 220 000 évacuations qu'il y a eu. Vous restez avec nous. Je voudrais vous faire réagir sur ces témoignages que nous avons récoltés ces dernières heures en Gironde et dans les Landes. Colère des sinistrés, impuissance des pompiers. Simon Ricotier, Alexandre Guin et Stéphane Guimau. Des ruines calcinées. Voilà tout ce qu'il reste de la maison de François Goguet. 30 minutes ont suffi vendredi soir pour que le feu emporte tout sur son passage. Là, il y a une terrasse, et la porte est à peu près là. Les enfants ont tous leurs souvenirs d'enfance dedans, les souvenirs de ma maman qui est partie, j'ai plus rien. Et ça se remplace pas. Ça se remplace pas.
Au désarroi s'ajoute l'incompréhension. Les pompiers qui ont tenté de défendre sa maison étaient-ils assez nombreux, assez bien équipés? Avec la répétition des feux de forêt, il ne comprend pas qu'une telle catastrophe soit encore possible. On l'a vu à Fontainebleau il n'y a pas longtemps, on l'a vu il y a 4 ans avec les grands feux qu'on a eus dans la région. Et rien n'a changé. Il y a des budgets qui sont partis ailleurs. Et pour moi, c'est pas normal. Un manque de moyens qui ne laisse pas le choix à ses habitants que d'agir eux-mêmes. Les services de secours sont surchargés, alors ils débroussaillent à la hâte pour créer un pare-feu entre les arbres et leur lotissement. On se mobilise tous avec les citernes à eau, les engins, on nettoie les abords des maisons pour essayer de protéger au maximum nos maisons, quoi. Parce que les pompiers, ils sont débordés, enfin ils ne peuvent pas faire autrement, c'est tellement immense ce feu que c'est ingérable. Sur l'autre front, en Gironde, ces soldats du feu aimeraient eux aussi que les budgets augmentent pour la lutte contre les incendies de forêt. Car la menace va s'intensifier dans les années à venir. Le réchauffement climatique, il est là et on s'aperçoit qu'on n'a pas plus de moyens. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la politique, au niveau des élus. Moi, je me rends compte qu'on n'a pas suffisamment de moyens, ni humains ni matériels, pour répondre à des catastrophes d'une dimension aussi importante, quoi. Plus que les moyens au sol, ce sont les moyens aériens qui font défaut selon eux. On a des murs de feu qui arrivent 15 mètres, voire 20 mètres de haut. Quand on a une lance avec un débit de 500 litres minute, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un jet d'eau dans les mains. Plus de 3000 pompiers sont engagés pour combattre les feux qui font encore rage en Gironde et dans les Landes. Laurent Nunez, que répondez-vous ce soir à ces soldats du feu en colère? On vient de les entendre. D'abord, je les rencontre souvent, les soldats du feu. D'abord, répondre à la détresse des sinistrés. Évidemment, je comprends parfaitement cette détresse, des gens qui perdent leur habitation, qui perdent tout. Redire que nous, notre priorité, c'est la sauvegarde des vies humaines. Je veux rappeler aussi que nous avons perdu 3 sapeurs-pompiers dans cette séquence, mais nous protégeons la vie des civils. Et j'ai une pensée, évidemment, pour ces 3 sapeurs-pompiers. Je ne peux pas laisser dire que les budgets sont partis ailleurs. Ça n'est pas possible. Vous savez, en 2017, le budget de la sécurité civile, c'est le programme 161 du budget du ministère de l'Intérieur. C'était 450 millions d'euros. En 2026, c'est 800 millions d'euros qui ont été en partie destinés à renouveler notre flotte. On a une flotte aérienne, que ce soit patrimoniale, c'est-à-dire qui nous appartient, ou que nous louons, qui représente une 40aine d'engins, plus les engins des SDIS, plus les engins qui viennent de l'Union européenne. Vous savez, vos reportages le montrent. Vous évoquez la flotte aérienne. On voit à Biscarrosse, on voit dans le Var, on voit en Corse. On voit en Gironde des moyens aériens qui sont employés. Vous évoquez cette flotte aérienne. On va se pencher sur le cas des Canadair qui cristallisent une partie de la colère. La France en a 12. Il y a eu au mieux, arrêtez-moi si je me trompe, 4 Canadair actifs en Gironde et dans les Landes. Ça semble dérisoire quand on voit ces images d'apocalypse. Non, ces chiffres sont faux. D'abord, vous avez 12 Canadair. Nous avons une flotte de 12 Canadair qui contiennent 6000 litres. Nous avons aussi des Dash. Nous avons 8 avions Dash qui ont été acquis d'ailleurs entre 2019 et 2023, d'où les budgets que je vous citais en augmentation importante. Et puis nous louons des avions Tractor, nous louons des hélicoptères bombardiers. On les a vus en images. Et c'est faux de dire que nous avons que 4 Canadair. Vous avez un taux de rotation qui est important. Vous savez, avec la période inédite que nous connaissons, le taux de rotation des appareils par rapport à l'an passé, il a été multiplié par 3. Vous avez des moments d'arrêt de maintenance d'un certain nombre d'avions, de Canadair, mais qui sont très courts. Et en réalité, sur les 12 Canadair en France aujourd'hui, 7 sont opérationnels. Aujourd'hui, c'était 7. Parce qu'il y en a certains qui sont en maintenance, mais vous aviez les avions Air Tractor, vous aviez les hélicoptères. Donc c'est ce qui arrive dans tous les pays d'Europe. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Dans tous les pays d'Europe, vous avez des maintenances qui sont de courte durée. Pourquoi on fait de la maintenance? Pour sécuriser évidemment nos pilotes. C'est évidemment extrêmement important. Et donc je crois que l'heure n'est vraiment pas à ce genre de polémique. Vous avez une flotte aérienne qui a été multipliée par 2 ces dernières années, des budgets qui ont parfois été multipliés par 2, et nous travaillons encore à l'augmentation des moyens. Moi je rencontre les organisations syndicales des sapeurs-pompiers et je les écoute sur les moyens. Bien sûr qu'on va encore progresser, mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et pour faire face à ce type d'incendie, nous avons des moyens et un engagement humain qui est absolument remarquable, que je veux saluer, de l'ensemble de nos effectifs. Je voudrais qu'on regarde ensemble cette carte. C'est une carte qui représente les feux qui sont actifs en ce moment en France. Prenons un cas concret. Si un incendie d'une grande ampleur se déclenche aux portes de Marseille, par exemple, comment fait-on? Est-ce qu'on doit sacrifier une zone touchée au détriment d'une autre? C'est ça la réalité aujourd'hui? La réalité aujourd'hui, c'est qu'on répond d'abord. Quand un feu se déclenche, la première réaction, elle est terrestre. Et nous avons des moyens de sapeurs-pompiers qui sont déployés partout. 95%, il faut que vos téléspectateurs comprennent bien que 95% des feux se combattent de manière
terrestre. Donc si un feu se déclare au port de Marseille, nous interviendrons. Mais je vous rassure, enfin, je ne veux pas vous inquiéter, mais tous les jours, il y a des déclenchements de feu partout sur le territoire national. Nous sommes, au moment où je vous parle, à plus de 13 000 départs de feu. Tous, évidemment, et c'est heureux, n'ont pas donné lieu à des incendies tels que ceux que nous connaissons actuellement. Donc la première riposte, elle est terrestre, et puis ensuite, moi je prends mes responsabilités de ministre de l'Intérieur, avec le directeur général de la sécurité civile qui me fait des propositions, on répartit les moyens pour éviter que les feux ne prennent une ampleur importante. Mais sur les feux qui ont été, que vous avez montré dans vos reportages, nous avons déployé une flotte aérienne extrêmement conséquente. Et d'ailleurs, les pompiers eux-mêmes le disent, et tous les spécialistes de sécurité civile disent bien qu'un feu, ça se combat par des moyens terrestres. C'est ce que nous faisons en Gironde. Je vous redis, 1500 militaires, 2500 sapeurs-pompiers, énormément d'engins. Je veux saluer aussi le travail qui est fait par les agents de la défense forêt contre l'incendie, DFCI, qui en ce moment travaillent, au moment où on se parle, sont en train de construire des tranchées pour éviter que le feu de Gironde ne progresse. Merci beaucoup pour toutes ces explications ce soir. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les incendies ce soir.